commencé à l'âge de 10 ans par rapport à la faim, la soif et puis le plaisir de cuisiner. Jimias TV, bonjour. Alors aujourd'hui, on est à Saint-Laurent-du-Var, dans un restaurant de sushi, avec son beau sushi bar, qui ne fonctionne pas pour l'instant, évidemment, par les causes que l'on connaît. Et on est avec le chef Bochang Chea, ici à côté de moi. On fait une petite pause pour nous excuser pour la qualité de l'audio, mais tourner avec des masques, c'est pas évident, et on a eu quelques petits soucis. En tout cas, on a fait au mieux, et on espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous fera très plaisir et ça fera très plaisir à YouTube et on a besoin de vous. Et surtout, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche, comme ça vous serez alerté dès que nous sortirons une prochaine vidéo. Allez, on reprend. Tu es venu nous rendre visite de Toulouse, c'est ça? C'est ça, oui. De Toulouse? Oui. Alors, grand plaisir de te rencontrer, enfin. Depuis le temps qu'on communique en ligne. En ligne, oui, bien sûr. Voilà, oui. donc on est tous les deux disciples Escoffier. Voilà, c'est ce qui crée aussi la relation. Oui. Alors explique-nous. Bon, peut-être il faudrait parler un peu d'Escoffier, hein, Ah, avant bon. tout, hein, parce que nous sommes dans le cadre. Hein. Nous sommes dans le cadre. Voilà. Bon, disons que je suis fait partie des sites d'Escoffier depuis fin 2016. D'accord. Donc ça fait partie de le rêve de la jeunesse. Et puis aussi, bon, nous sommes cuisiniers avant tout. Hein, et tout d'un coup, bon, certains opiniâtretés dans l'esprit de pouvoir rêver, de pouvoir rejoindre les confrères. Et voilà. Donc le but est atteint. Le but est atteint. Voilà. Alors, oui. vous voyez, les disciples Escoffier, c'est vraiment international et dans le monde entier, tout le monde veut devenir disciple Escoffier, puisque c'est une grande famille avec des grandes valeurs culinaires. À condition qu'il y ait la passion dans la cuisine. Bravo. Ça, c'est la sine qua non dans notre métier, bien sûr. Hein. Exact. Voilà, oui. Alors, toi, tu travailles principalement sur un tapienaki. Teppanyaki, oui. Ah, tu as eu plusieurs restaurants, je crois. Non, j'ai plusieurs tables à travailler. Tables. Voilà. Donc, j'ai exploité ça depuis 15 ans. Avant tout, je suis quand même quelqu'un qui est inné dans la matière de la cuisine. C'était que j'ai commencé à l'âge de 10 ans par rapport à la faim, la soif et puis le plaisir de cuisiner de l'enfance, quelque part. Très bien. Oui. Et en tant que professionnel, ça fait quand même plus de 40 ans. Et donc, la passion, elle est toujours là. Mais parfois, la santé, il faut faire attention. Tout à fait. Mais la cuisine, c'est garde en forme, en tout cas. Oui, c'est garde en forme, oui, bien sûr. Et ça permet de nous faire voyager aussi. Hein. Bien sûr. Comme notre rencontre, c'est le fait que nous sommes dans la même famille. Tout d'un coup, le lien de rencontre, c'est très, très bref. Hein, c'est fun. Voilà. C'est bref mais intense. Voilà, intense. Oui. C'est comme si on s'est connus depuis une belle lurette. Alors, explique-nous, Oui. Quelle est la différence entre travailler sur un tapienaki ou travailler dans une casserole? Travailler dans le teppanyaki et travailler dans une casserole, bon, d'abord il faut dire, le travail dans une casserole, c'est le concept depuis que nous, l'humanité qui l'a inventé, outil à cuisiner quelque part. Et tandis que le teppanyaki, si on remonte un peu l'histoire de ce concept-là, c'est-à-dire qu'il remonte pendant dans le monde antique, c'est la route de soie, si tu veux. Hein, voilà. Et d'après mes recherches, le teppanyaki, c'est d'origine chez les Mongols, c'est pas chez les Chinois. D'accord. Voyez. Pourquoi? Parce que c'est la route de soie. Lorsque la Chine a quitté la terre de civilisation, donc il se trouve dans les steppes. Et c'est la route, et il n'y a que des nomades. Et les nomades, ils ont l'habitude de vendre leurs marchandises d'une manière éphémère. Puisque le caravansérail, il ne part pas tous les jours continuellement non plus. Hein. C'est-à-dire que troupe par troupe. Donc c'est-à-dire quand ils s'aperçoivent qu'il y a des troupes de marchands
qui étaient menés par souvent par des chameaux ou des chameaux et l'autre. Dromadaire. Dromadaire, oui, dromadaire. Alors, une bosse ou deux bosses? Dromadaire, deux bosses. Deux Le bosses. chameau, il y a une seule bosse. Voilà. Voilà. Bon. Parce que dans dromadaire, il y a deux comme deux. Ça rappelle. Voilà. Donc, bon, chez les Mongols, dans la population, c'est le steppe. Bon, eux, ils ont l'habitude de cuisiner d'une manière éphémère. Donc, c'est la plaque de tôle et avec le tripode en caillou. D'accord. Voilà. Sur le feu directement. Donc, c'est le feu directement. Vous voyez? Et donc, bon, quand les troupes passent, bon, ils rentrent chez eux. Avec donc, c'est bon, cuisine un peu sommaire, si tu veux. Et lorsque les Chinois ils font de retour, là, c'est le retour de la civilisation quelque part, qu'on constate en Chine, il reste quand même certains foyers, ils cuisinent, c'est la plaque. Tu vois? Et quand on dit le teppanyaki, si on traduit le mot teppanyaki en chinois, c'est-à-dire qu'en cuisine, c'est la plaque chaude. Tu vois? Et par contre, le chinois, il n'a pas adapté trop longtemps, hein, parce que d'après les anthropologues qui disaient que le monde antique, la Chine, il y avait à peu près entre 20 à 30 millions d'habitants. Mais quand même, c'est énorme. Ouais. Hein, il y a 2000 ans passés. Hein. Et donc, c'est-à-dire qu'eux, pour pouvoir faire à la demande des populations dans les zones haute densité de population, et ils ont inventé le wok. Qui est aussi une cuisine instantanée. Voilà, qui est instantanée. Donc c'est-à-dire que quand même, les Chinois, ils ont inventé déjà la cuisine de fast-food. Dans le passé. Oui. Tu vois, voilà. De toute façon, la cuisine de rue en Chine, c'est ce qui est connu. Hein. Voilà, c'est ce qui est meilleur, street food. Street food, oui. Voilà, oui, de cuisine de rue. Et tandis que moi, moi je suis d'origine cambodgienne, si vous voulez, mais mes ancêtres sont des Chinois. Donc il reste quand même la transmission, l'attachement de la valeur de la cuisine. Et surtout de mon sujet, c'est que je n'ai jamais été à l'école de cuisine. C'est la transmission entre ma tante et ma mère. Donc tu es un autodidacte de la cuisine. Voilà, autodidacte. Comme moi. Pareil. Et on est parti de là. Et donc on commence, depuis que j'étais au Cambodge. Tu vois. D'accord. Et arrivé en France, j'ai été à l'école comme tout le monde. Et puis en 79, mon aîné, il m'a appelé puisqu'il n'y avait plus de personnel. Je me suis dit, c'est un moment, ça ne me dérange pas. Et donc, ça me permet d'avoir le temps pour lire, pour apprendre à parler le français, pour écrire, tout ça, tu vois, parce que je suis quelqu'un qui a la soif de connaissance en permanence. Hein. Même jusqu'à présent, c'est pareil. La soif de connaissance est toujours omniprésente chez moi, tu vois. Et donc, j'ai démarré comme ça, tout bêtement. Et petit à petit, ça m'emmène, surtout dans la cuisine. Et une anecdote qui m'a marqué, en années 82, 83 par là, j'ai vu M. Bocuse, Paul Bocuse, à la télé, avec la médaille, tout ça, j'en ai rêvé. Alors moi j'ai la chance de travailler à la BU. C'était quelle année? Ça remonte, j'étais tout jeune, je devais avoir 22 ans, c'était dans les années 82, 83. Peut-être tu travaillais avec... non, peut-être n'était pas encore là. Non. Peut-être Christian Tedouan. Alors je l'ai connu, je l'ai croisé. C'est mon frère de lait. Ah d'accord. Quand j'étais à Nantes, j'ai vécu là-bas. Sa famille, c'est comme mon second tuteur. D'accord. Et on dormait dans la même piole. Comme quoi, c'est un petit monde, la cuisine. Oui, tu vois, c'est drôle. Ça. Oui, c'est drôle. Et donc, tu as eu envie de développer ton art pour arriver à un niveau... Voilà, et donc c'est que le souhait de pouvoir rejoindre toute la confrérie de notre métier, c'est quand même une volonté un peu obstinée quelque part, et ça me permet petit à petit, de pouvoir rentrer dans l'association. D'accord. Voilà. Des confréries, j'en vois, tu en as deux, tu as les disciples escoffiers et tu as... Académie culinaire de France. Académie culinaire de France. Voilà. Alors celle-là, c'est celle que je rêve, que je n'ai pas encore, que j'attends. Je cherche des parrains pour rentrer. Bon, le président, c'est mon copain. Eh ben, tu parleras de moi, j'aimerais bien rentrer. Alors,
Alors regarde, donc ton restaurant, c'est un vrai restaurant teppanyaki, c'est-à-dire, Oui. comme on peut voir avec les tables en U où le chef cuisine au milieu de vous, finalement, Oui. sur cette grande planche Le plan de qui a chauffe, une chauffe centrale, c'est ça? Voilà, oui, oui, oui. C'est-à-dire que entre le teppanyaki et le plancha espagnol, Oui. il y a une différence, c'est-à-dire que le teppanyaki, le pont de chauffe, c'est au centre. Au centre. Et que, tandis que le plancha, C'est il tout. chauffe toute la superficie ronde. Voilà. Tu vois, la différence, elle est là. Et c'est ce qui te permet de prendre des aliments, de les mettre Voilà, un peu- voilà. Parce que, bon, on régule par rapport à la demande des clients, tu vois. D'accord. Donc, voilà. Oui. Et ça reste chaud, donc tu peux garder au chaud, tu peux Oui, faire... mais malheureusement, c'est que le teppanyaki n'est pas aussi bien connu en France, puisque, bon, par rapport au public, le grand engouement, c'est plutôt les sushis. Voilà, il reste quand même toujours au diapason depuis, on peut dire depuis 20 ans. Oui, le Voilà, sushi, voilà, le sushi a été vulgarisé justement lors des grandes soirées, etc. C'est devenu très hype de manger des sushis, des bons sushis évidemment, Oui, des oui. produits frais. Voilà, oui. Nous, on les voit oui. travailler derrière, pas vous, tant pis. Voilà. Mais voilà, c'est des produits frais, c'est un art, c'est une technique. Mais on vous en montrera quelques-uns après. Oui, oui. Et donc, bon, malgré mon origine qui n'est pas japonais, mais quand même, le savoir-faire, le savoir-travailler, elle est toujours là. Ouais. Parce que la cuisine, c'est basé sur la passion. Et même, il faudrait dire que je tiens à transmettre à nos confrères, hein, en tant que cuisinier, il faudrait dire que nous sommes un architecte éphémère. Pourquoi un architecte éphémère? C'est Parce beau. que, parce que notre recherche, notre envie de faire le plaisir aux clients, de trouver d'autres goûts de la cuisine apportés dans l'assiette, c'est quand même, parfois ce n'est même plus nous, c'est les clients qui nous exigent d'aller toujours en avance. Vous voyez? C'est pour ça que je me considère que nous sommes architectes éphémères quelque part. Alors, le plus important dans ce que tu as dit, c'est faire plaisir aux clients. Et justement, on a eu une réflexion hier avec mon collègue Mo, où on disait il y a des cuisiniers qui veulent atteindre les étoiles Michelin, et dès qu'ils ont la première étoile, ils se mettent une telle pression qu'ils ne travaillent plus pour les clients, mais ils travaillent pour Michelin. Oui, Et du coup, ils travaillent moins bien. Oui, oui, oui. Voilà, donc il ne faut jamais oublier que c'est le client le plus important, et on travaille toujours pour le client. Oui, mais là, on rentre un peu dans la section un peu de la philosophie de soi, si tu veux. Hein. Parce que en tant que cuisinier, le guide de Michelin, c'est le Graal pour nous. C'est ça le problème. Oui. Et une fois que tu rentres dans le Graal, c'est comme si toutes les conditions qu'il faut remplir en permanence. Petit à petit, on perd notre âme quelque part. Bon, je m'excuse, hein, même si je rêve d'avoir Michelin. Mais je sais que je ne l'aurai jamais. Oui. Je suis d'accord avec toi, il faut garder son âme de cuisinier, c'est très important. Oui. Alors, on va parler un peu de produits. Comment tu choisis tes produits que tu travailles? Le produit, il faudrait dire que, en tant que cuisinier, il faut être conscient par rapport à la santé du public, quelque part. Comme tu disais tout à l'heure, lorsqu'on voyage dans le monde, et quand on demande notre profession de ce que nous faisions, nous disons que nous sommes cuisiniers. Tout d'un coup, c'est comme si nous sommes le représentant de Dieu de Bacchus, quelque part. C'est ça, hein? Voilà. Donc, c'est que, en tant que cuisinier français, nous avons quand même de privilèges qui étaient adorés, qui étaient vénérés par le monde entier. Parce que, pourquoi? Parce que, nous sommes, dans un élément qui est très, très appliqué, et la passion, le goût, c'est toujours omniprésent. Et donc, vers la fin de 90, que lorsque ONU, qui a attribué le goût de patrimoine mondial, j'estime qu'on n'a pas volé. C'est quelque chose c'est quelque chose, on touche notre but principal, c'est que notre cœur de notre profession. On est reconnu. Ouais. Alors, tu travailles des poissons, des viandes, je suppose? Oui, en tant que le teppanyaki, on travaille dans la partie de viande, la partie de poisson. Fruits de mer aussi. Fruits de mer aussi. Que le sushi, c'est plutôt une tendance que de poisson pur, puisque le sushi, moi j'ai connu de mon enfance, et que le sushi maintenant,
c'est complètement différent. Parce que le sushi en France, c'est comment une évolution de marché quelque part. Donc c'est pour ça on ne peut pas freiner. Malgré, bon, nous si on dit, bon, moi je ne veux pas faire ceci, je veux faire cela, mais ce n'est pas nous qui dictent la loi. C'est la loi, c'est les clientèles. Et il faut respecter, mais il faut les respecter dans le rail de notre travail aussi. On ne peut pas fournir des clients à n'importe quoi non plus. Vous voyez? Par exemple, en parlant des sushis, tu sais, un jour, j'en ai discuté avec nos confrères dans le métier, hein, et on est tombé sur le riz, tu vois, le riz. Bon, et je ne savais pas, je faisais le discours presque 2 heures, rien que le riz, tout le monde était en bouche bée. Moi, je ne m'attendais pas, tu vois. Donc ça aussi, c'est que, bon, je voulais aussi apporter la connaissance à nos confrères parce que, bon, on connaît bien le riz Camargue. Voilà. Et bon, à titre, comment disait, bon, bah, un peu caricature quelque part, hein, le riz taureau, tu connais très parfaitement, hein, la pomme de référence. Le taureau, c'est quoi? C'est le riz japonais, c'est le riz rond japonais. Mais à l'époque, comme le sushi n'était pas en mode, donc c'est le riz taureau. Moi, j'avoue que, bon, bah, à l'époque des années 70, lorsque je serais en France, il n'y avait pas encore une grosse consommation. Donc, tu trouves la qualité de riz, c'est très variable. Est-ce que c'est nouveau récolte, ancien récolte, etc., etc. Parce qu'à l'époque des années 70, hein, les Français connaissaient que le riz de Oncle Ben. Tu sais très bien. Le riz qui colle pas. Le riz qui colle jamais. Le riz qui colle jamais. Mais pour nous, c'est le riz. Peu de gens savent cuire le riz. Déjà, peu de gens savent que le riz, il faut le rincer 7 fois avant de le consommer. Bon, histoire de riz, bon. Un petit parcours pédagogique quelque part. Hein. C'est que le riz en Asie, bon, actuellement, à la mode, on connaissait que le riz thaï. Mais derrière le riz thaï, il n'y a pas que les Thaïlandais qui produisent. C'est-à-dire que dans toutes les zones Asie, Saint-Orient, ils produisent aussi. Et comme la Thaïlande, c'est le leader exportation, parfois, il va chercher le prix des voisins pour mettre dans son sac de riz. Et il s'appelle le riz de jasmin. D'accord. Voilà. Et le riz de jasmin, bon, c'est la traduction en français, le jasmin. Et on dit camélie, c'est aussi fleur de jasmin. Fleur de jasmin. En langue cambogienne, tu vois. Parce que la variété de riz chez nous, d'après les anciens, ils disaient qu'il y a au moins une centaine de riz. Que nous, maintenant, les générations maintenant, on ne connaissait pratiquement plus. Puisque, bon, il n'y a que la monoculture du riz. Donc, c'est le jasmin qui prime d'abord, tu vois. Voilà. Même dans le riz, c'est que, bon, vous avez 3 catégories de riz qu'il faut dire, qui correspondent par rapport à 3 récoltes chaque année. C'est-à-dire que le riz léger, le riz moyen et le riz lourd. Le riz léger, c'est-à-dire que le riz, il pousse dans le marécage, c'est-à-dire qu'il est toujours dans l'eau, à fleur d'eau. À fleur d'eau, tu vois. Par exemple, l'eau qui monte, bon, en 24 heures, le lendemain, tu vas voir, il est toujours, tu vois, il pousse comme ça, et on récolte à peu près dans tous les 3 mois, si tu veux. Ça doit être un riz qui est généreux, qui doit être un peu plus gros. Et... Non, c'est la variété, il est comme ça. Et pour nous, c'est le riz, il est non valorisant par rapport à la valeur nutritive. D'accord. Et ensuite, c'est le riz qui s'appelle le semi-lourd. C'est le riz qu'on récolte au bout de 6 mois. D'accord. Et le riz lourd, c'est le produit de luxe. C'est que, bon, on ne peut récolter qu'au bout de 8e mois ou 9 mois. Tu vois, c'est comme si un bébé. D'accord. Tu vois. Et le riz qu'on consomme dans le monde entier actuellement, c'est le riz de 2e catégorie. C'est le riz semi-léger, tu vois. Voilà. Et le riz lourd, c'est que, bon, il y a tellement de demandes de riz dans le monde entier, donc il n'arrive pas à produire correctement. assez. Oui, puisque sinon, bon, ça coupe le marché, tu vois. Et dans ce riz-là, il ne consomme pratiquement que dans le local, tu vois, dans le cercle de famille, etc. Et la qualité de riz, bon, la meilleure qualité de riz, il faut dire qu'après le récolte de suite. C'est-à-dire que chez nous, ça correspond à partir de fin mars jusqu'à début de mai, quelque part, tu vois, 1 mois et demi. Là, il y a une grosse saison de moisson. Après, ça sera la saison de pluie. Et donc, c'est-à-dire que le moisson, par rapport à la qualité de riz,
tu ne peux, comment, la meilleure de qualité de riz, c'est que de suite à la récolte, tu vois, et il s'appelle, comment, si c'est le marché actuellement, on voit la nouvelle récolte. Et cette riz-là, c'est que, bon, il garde la saveur, vraiment optimum pendant à peu près 4 mois par là. D'accord. Et après, il perd un peu, il décline un peu. Et le risque qu'on voit, voilà, tu vois, dans cette saison-là, c'est-à-dire que le marché exploite à peu près 1 an, simplement. D'accord. Après, c'est-à-dire que le riz, il perd la saveur. Et puis, donc, bon, dans le passé, comment dirait, il reste le marché, mais maintenant, il y a tellement de demandes, le riz, il n'a même pas le temps de périmer. La D'accord. plupart du temps, il part de suite. Pour faire un bon sushi, il faudrait prendre un riz lourd. Oui, non. pas Le riz de sushi, c'est le riz japonais, c'est complètement différent par rapport au riz asiatique. D'accord. Parce que le riz de sushi, si on prend le graine, on pourrait dire qu'il ressemble comme le blé. Là, c'est petite pierre. Hein, hein. Mais la qualité en bouche, ce n'est pas le blé. Tu vois, ça fait partie du riz. La nutrition, c'est le riz. Et paraît-il que le riz, il n'y a pas de gluten. Voilà. Donc c'est la seule matière d'engrais qui n'a pas de gluten, tu vois. Ouais. Et dans la qualité de riz japonais, tu as quand même 2 variétés, si on constate bien. Tu as les gros grains et les petits grains. Oui, c'est vrai. Tu vois. Et le meilleur pour faire le sushi, ce n'est pas le gros grain, c'est le petit grain. Et le gros grain, c'est le riz courant, c'est-à-dire que c'est comme si tu prends un bol de riz normal. D'accord. Tu vois. Pour faire du riz cantonné ou des choses comme ça. Voilà. Ouais. Et dans la cuisson, voilà. Ça, c'est le fameux cuisson. Alors, d'abord, on lave le riz. Voilà. Cette fois. C'est une science un peu... c'est une science un peu inexacte. c'est une science... tu vois... Qui se transforme comme ça, voilà. hein. Bon. À savoir que, bon, le riz de nouvelle récolte, c'est-à-dire que, bon, quand vous faites cuire le riz de nouvelle récolte, c'est-à-dire que un volume de riz, tu ne peux pas dépasser le volume d'eau à 1,3. C'est-à-dire que 1 litre. 1 litre de riz. C'est 1 litre d'eau. Voilà, 1 litre 3 d'eau. Tu D'accord. vois. Voilà. Oui. Et quand il perd un peu la qualité nutritive, il faudrait que tu augmentes la quantité d'eau. D'accord. Parce que le riz, il commence à boire beaucoup de l'eau, tu vois. Par exemple, le riz au bout du 6e mois, par exemple, tu vois, la mi-saison. Hein, là, par exemple, quand tu fais cuire, tu dois mettre quand même un volume de riz. Il faut mettre au moins un volume 4 ou un volume 1,5. D'accord. Tu vois. C'est précis quand même. Oui, mais nous, franchement... on n'a pas esprit de pâtissier, bien sûr. On est cuisinier. On est cuisinier, non, à la louche, et puis bon, par rapport à notre habitude quelque part. Ouais. Tu vois, Avec l'expérience, tu vois comment réagit le riz. Et voilà. tu peux, Et à savoir aussi, même que nous, hein, quand on achète le riz, par exemple, on achète la palette, hein, on sait, cette palette-là, on connaît exactement la quantité d'eau qu'il faut mettre. Mais quand on change la palette, il faut tester. faut tester, ouais. Voilà. Le premier cuisson, il est comment? Après, on adapte. Voilà. Tu vois, juste. Tu vois? Voilà. Parce que, bon, l'arrivage, je ne sais pas. Hein? Tu vois, bon, il faut être honnête. Voilà. Ça, à savoir. Même que nous sommes d'origine qui mangeait de riz, comme parfois, bon, les gens se moquent de nous, on peut manger de riz, mais il faut quand même là de pouvoir faire cuire le riz. D'accord. Tu vois? Alors, quelle est la différence entre le sushi et le sashimi? Le sushi et le sashimi. Bon, il faut dire que le terme de sashimi, de sushi, c'est que toute la panelle de la cuisine japonaise, Oui. la cuisine à base de poisson. Oui. Tu vois? Et là aussi, bon, historiquement parlant, hein, là aussi c'est lié un peu l'histoire de mouvement de l'humanité, c'est-à-dire que le peuple japonais, il y a 2 groupes de population qui vient d'abord le premier groupe qui quitte le continent, donc toute la mer de Chine, et il part vers le Japon, bon, en tant qu'aventurier, en tant je sais pas quoi, bon, et puis une autre population qui descend du nord, le détroit de Bering par là, tu vois. D'accord. Donc il y avait une jonction de 2 populations-là, et c'est pour ça que dans la culture japonaise, d'abord tu vois un peu, il s'appelle la région de Shinto. Oui, Donc c'est une région un peu chamanisme, tu vois.
là, leur croyance. Et vers le, vers le 5e siècle, ils commencent à s'adapter le bouddhisme, tu vois. C'est pour ça que, comment on dirait, c'est lié aussi par rapport... je me permets, c'est un peu hors de sujet, mais c'est quand même question de culture. Hein. Voilà. Et donc, ça donne la naissance du Japon. D'accord. C'est que vers le 8e siècle, l'empereur du Japon, il a prononcé, voilà, c'est le pays du soleil levant. Tu vois, voilà. Et la culture, c'est quand même une empreinte de côté chinois au départ. C'est pour ça que dans l'écrit japonais, tu as quand même le caractère chinois de départ, mais il y a aussi le caractère japonais pour adapter par rapport à leur prononciation. Donc, c'est que la culture japonaise, il y a quand même côté de consonnes et voyelles, quelque part, vous voyez. D'accord. Voilà, ouais, donc, sushi, ça serait plus les Chinois qui sont remontés et... non, le sushi, c'est-à-dire que, pourquoi lorsque la population qui se trouve, c'est l'île, que les Japonais disent, c'est l'île qu'il est posé sur le dos de dragon. C'est pour ça, souvent, le tremblement de terre. C'est pour ça. Voilà. C'est fait qu'en fait, on met le produit dessus le riz, ça rappelle le cerveau. Voilà, on apprend tous les jours. Et donc, le sushi, c'est que, normalement, c'est qu'il n'y a pas que des populations japonaises qui mangeaient. On peut voir aussi les peuples dans tous les peuples de la mer de détroit de Malacca. Oui. Hein, les peuples de la mer. Ils mangent aussi des poissons. Mais on mange différemment. Tandis que les Japonais, il se trouve c'est l'île qu'il n'y a pratiquement pas de gibier, il n'y a pas des animaux domestiques. Donc, le protéine, c'est vers la mer. Donc, c'est que voilà, ils mangent de poissons. Et il me semble que, eux aussi, ils rêvaient de voir de pouvoir faire cuire l'alimentation. C'est l'homme. Hein. Parce qu'au départ, le sushi sashimi, c'est tout cru. Non, c'est qu'il fait une espèce de le poisson mariné. Oui. Tu vois comment il fait pour le stockage. Voilà. Et petit, il mange cru, tu vois. Et le cru aussi, c'est le plaisir aussi de manger cru. Même dans notre culture en tant que d'origine cambodgienne, nous aussi on a aussi le plat de poisson cru. Par contre, c'est que nous, on mange comme les gens sur l'île, à Martinique, tout ça, parce qu'on fait macérer dans le jus de citron. Le jus de citron, hein. Tu vois. Un peu d'huile, Voilà. Le plus simple possible. Voilà. Et entre le sushi et le sashimi, c'est que le sushi, c'est que toujours à base de c'est le bout de riz, et puis on couvre le morceau de poisson. Voilà. Oui. Je vais demander... Sashimi. C'est le sashimi, on n'a pas de riz qui accompagne, simplement que de poissons qu'on coupe en lamelles, quelque part. Ouais, ils sont très beaux, hein. Oui. Bravo. Ça, c'est l'œuvre de maître là-bas. Bravo, maître. Bravo. Voilà. Ouais. On va poser là, puis on va peut-être goûter après. Voilà. Surtout en France, depuis fin années 90, il y a une espèce d'engouement, puisque, à l'époque fin 90, si on se souvient bien, à la télé, tout ça, on parlait de la longévité. Oui. De manger le poisson cru parce qu'il contient beaucoup oméga 3, etc. C'est vrai que dans les pays justement d'Asie, etc., vous vivez beaucoup plus vieux que dans les pays européens, occidentaux. Oui, mais tu sais, les Occidentaux, comment ils vivent plus vieux que nous maintenant. Non, mais nous, c'est grâce à la médecine. Oui, c'est grâce à ça. C'est plus naturel. Hein. Oui. C'est la façon de vivre, hein, tu vois. C'est la façon de vivre. Oui. Bon, alors écoute, rappelle-nous où vous êtes ton restaurant à Toulouse. Mon restaurant, se situe à Toulouse, qui s'appelle Katana, et au 37-39 rue des Couteliers, dans le centre de Toulouse, et dans le quartier qui fait partie des monuments historiques de Francis, si tu veux. D'accord, bravo. Voilà, oui, et je suis là-bas depuis 15 ans. Donc si vous êtes à Toulouse, allez au restaurant Le Katana, venez de la part de Dimias et vous allez goûter les meilleurs teppanyaki qui existent au monde. Alors, on a le bandeau. Oui, on va prendre le bandeau. Tu as mis le bandeau. Oui, le bandeau. Alors, tu m'as fait un cadeau, on va le mettre. Alors, je pense que ça se met comme ça. Hein, comme ça. Voilà, c'est ça le katana. Que je m'attendrai, voilà. Oui, bon. Voilà.
Bah écoute, on va le mettre. Voilà, on va le mettre. On va essayer. Oui. Oui. Voilà. Donc me voilà On se transforme en japonais. japonisé. Japonisé, Ça, je sais faire. Voilà, ben, c'était un grand plaisir, je te remercie. Et écoute, on va encore passer un petit moment de la journée ensemble parce qu'on va aller au musée Escoffier ensemble Voilà, oui. pour le voir. Pour le Et on viendra te voir à Toulouse, sur place. D'accord, Voir si on oui. peut cuisiner avec toi Voilà, au oui, restaurant. oui, oui. Dès que ça sera ouvert, le plus Ça tôt sera possible, ouvert. j'espère. D'accord, ça marche. Et on va Voilà. tester les... Voilà, bon, avec le repas de chef, le maître de lieu qui va vous offrir, avec son amour. avec son amour. Voilà. Oh, je profite de 2 minutes quand on fait les masques pour déguster, de ne pas vous oublier, de pas oublier de vous abonner à la chaîne d'Imeas TV et de suivre l'ensemble de nos vidéos et activer bien la cloche. Oui, oui, oui. À très vite. Voilà. Voilà. Bon. Alors là-